De retour aujourd'hui pour un nouvel Info Coronavirus. Trois sujets principaux pour cet épisode. Donc, retour sur le gel d'embauche qui a été annulé par le gouvernement du Québec à la surprise de pas mal tout le monde. Quelques précisions sur ce qui est important d'avoir en tête avant de choisir sa destination vacances. Et aussi, on va parler un petit peu de nos droits en télétravail. Salut Christian. Bonjour Julien. Ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on est en confinement à cause d'une pandémie mondiale. En tant que syndicaliste, on peut s'attendre à vivre pas mal d'affaires. Je pense pas qu'on s'attendait à celle-là vraiment. Non, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour l'ensemble de la planète et pour nous autres, entre autres, là, au niveau du Québec aussi. Dans ces 2 mois-là, il est arrivé pas mal d'éléments surprenants. C'est clair qu'une des grosses nouvelles qu'on a reçues, c'est le gel d'embauche généralisé assez drastique qui avait été annoncé par le gouvernement. Mais disons qu'une autre grosse nouvelle assez surprenante, c'est le gouvernement qui rappelle ce gel-là environ 3 semaines après l'avoir promulgué. C'est une belle victoire qu'on a annoncée là, à nos membres dès qu'on l'a su, mais c'est clair qu'on a reçu certaines questions plus particulières là, concernant la fin du gel parce que il y a clairement beaucoup de membres qui étaient inquiets là, de cette nouvelle-là. Est-ce que tu peux me dire si le gouvernement, en retirant le gel, a aussi reculé sur un peu l'arrêt des mutations et des affectations? Ben, au niveau du gel d'embauche, là, c'est depuis à peu près le 12 mai là, que tout est redevenu à la normale. Au niveau des ministères, la décision, c'est de revenir à ce qu'il y avait avant le 31 mars. Donc, au niveau des mutations, promotions, tout est revenu comme c'était avant. N'empêche que du côté de certains corps d'emploi, il y avait déjà du temps supplémentaire, mettons, qui était plus accordé par un ministère. Entre autres, mettons, le ministère des Transports qui avait décidé, lui, d'arrêter le temps supplémentaire ou de l'accorder. Ça ne change pas les orientations ministérielles qui avaient pu être prises par des organismes, par des ministères dans ce sens-là. Mais au niveau de la dérogation pour pouvoir embaucher un étudiant, embaucher une personne occasionnelle ou renouveler un contrat d'une personne étudiante ou occasionnelle lorsqu'il arrive échéance, ce n'est plus le Conseil du Trésor qui a besoin de donner son accord pour que le ministère puisse le faire. Ça n'empêche pas les ministères de dire, ben moi, est-ce que je renouvelle ou pas cette personne-là en fonction des projets que j'ai? Ça peut se faire ministériellement. On sait également aussi que les orientations du Conseil du Trésor, c'est de dire, ben, les nouveaux projets qui étaient supposés être mis en place, certains projets qui avaient déjà cours ont été arrêtés. Donc, de cette façon, ça se pourrait quand même qu'il y ait des coupures d'emploi, mais beaucoup moindres que ce qu'on appréhendait au niveau du syndicat. Et puis, de l'autre côté, également aussi, quand on regarde les personnes qui ont été coupées, ça ne veut pas dire qu'elles vont être réembauchées non plus. C'est chaque ministère qui regarde son budget et qui voit s'il y a la possibilité ou s'il y a la nécessité de réembaucher. On sait très bien que la décision ou le recul du gouvernement de ne plus demander de dérogation ou de ne plus faire de gel d'embauche, il y a eu des pressions de la part des syndicats, mais certainement, moi je pense en tout cas personnellement, qu'il y en a eu des ministères aussi. Parce que les ministères ont des missions à rendre. Il y avait la période estivale qui s'en venait aussi. Tous ces besoins-là des ministères de pouvoir rendre des comptes également au gouvernement et à la population ont certainement fait en sorte que le gouvernement a dû reculer parce qu'il n'y avait pas de possibilité de rendre ces missions-là avec les peu d'effectifs qu'on a déjà dans la fonction publique. Le gouvernement a un peu frappé le mur de la réalité, là, couper, ça doit avoir une fin à un moment donné. Là. Exactement. On a l'été qui est à nos portes, une belle journée aujourd'hui. C'est clair qu'il y a de nombreux membres qui sont en train de réfléchir pour planifier leurs vacances. Par contre, c'est difficile parce que c'est clair que la situation est incertaine. On ne sait pas où il sera possible d'aller au Québec ou dans le monde. Pour les membres qui sont en train de prendre ces décisions-là, est-ce qu'il y a des éléments qui sont à prendre en considération? Oui, au niveau des vacances, si, mettons, les frontières ouvrent ou s'il y a du transport aérien qui se fait pour aller à l'extérieur du Canada, il va falloir regarder les directives de la santé publique. Donc, s'il y a des endroits où est-ce qu'on nous dit, ben, en revenant de tel pays ou en revenant de telle destination, il va y avoir une quarantaine à faire, un peu comme on l'a connu au début de la pandémie, ben, c'est certain que les gens vont devoir faire cette quarantaine-là. Puis à ce moment-là, ce n'est pas l'employeur qui va assumer les coûts de cette quarantaine-là parce que c'est la personne qui va avoir choisi d'y aller. Donc, ça va être très important pour les gens qui vont prendre des vacances de regarder la destination et de regarder les contraintes qu'il pourrait y avoir avec certaines destinations. Si la personne revient, qu'elle peut faire sa quarantaine peut-être avec du travail à domicile, du travail en télétravail, ça va peut-être être possible, mais ça se peut que l'employeur impose une quarantaine aux frais de la personne si jamais il y a un voyage à l'extérieur qui est fait. Puis pour les destinations, ben, que ce soit les Cuba, les États-Unis, l'Europe, même partout, peut-être d'autres places au Canada, mettons, où il pourrait y avoir des foyers de pandémie qui se déclareraient de nouveau avec une deuxième vague, ben ça se pourrait, mais ça, il faut voir que ce soit la santé publique qui donne les avis au gouvernement là-dessus. Donc, c'est les membres qui ont la responsabilité sur leur épaule de s'informer
avant de prendre des engagements, acheter des billets d'avion, déclarer leurs vacances, si on veut. Là. C'est très important de faire ces validations-là. Exactement. Et puis là, l'employeur, d'ici le 1er juin, devrait afficher les périodes de vacances qui ont été demandées par les gens pour ceux et celles qui ont fait des demandes dans les délais requis. Alors, ça va être bon de regarder également aussi, parce que ce que l'employeur nous avait assuré, c'est qu'on devait avoir le même ratio ou la même façon de faire pour les années passées que pour cette année également pour les périodes de vacances, parce que pour nous, c'est sûr que si l'employeur ne veut pas accorder les mêmes périodes de vacances que par les années passées, il y aura des démarches à faire avec l'employeur, parce que si je ne peux pas prendre, mettons, mes 3 ou 4 semaines que je prévois prendre durant l'été comme je le fais à chaque année. Ben, c'est sûr que de l'autre côté, on ne pourra pas me forcer à y prendre au mois d'octobre ou février prochain quand j'ai pas d'intérêt à prendre des vacances durant cette période-là. De l'autre côté, l'employeur nous a bien dit aussi qu'il y a des gens présentement qui sont à la maison, qui ne peuvent pas être au travail ou donner une prestation de travail. Ben, ces gens-là doivent également planifier une période de vacances aussi durant la période estivale. D'accord. Je l'ai dit en début de capsule, ça fait maintenant presque 2 mois là, qu'on gère la question de la pandémie. Au début, notre intérêt, c'était d'envoyer un maximum de nos membres vers la maison, évidemment, pour les protéger dans le contexte de l'urgence sanitaire. Mais là, ça fait énormément de nos membres qui sont en télétravail. Puis on constate là, qu'il y a de plus en plus de questions sur les droits des membres dans ce contexte-là. Dans le fond, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les droits des membres en télétravail dans la situation actuelle? Bon, au niveau du télétravail, c'est sûr qu'on demande toujours à l'employeur d'envoyer le plus de gens possible en télétravail ou d'adapter la personne qui est en télétravail. Certains ministères ont commencé à le faire en disant aux gens qu'ils pouvaient aller chercher de l'équipement informatique, donc des écrans plus larges que juste un iPad, mettons, la souris, différents équipements nécessaires pour pouvoir faire un meilleur télétravail de la maison, compte tenu que pour plusieurs semaines, plusieurs mois, on va continuer à être en télétravail aussi. De l'autre côté, par contre, sur l'équipement, le mobilier de bureau, ça, c'est pas possible d'aller le chercher, là. Sauf exception peut-être pour certaines personnes. S'il y avait des gens qui avaient des difficultés au niveau musculo-squelettique, l'employeur nous a dit qu'il y avait un certain intérêt peut-être à ramener ces personnes au bureau si elles le souhaitaient. Donc, les personnes pourraient demander à réintégrer leur poste de travail parce que l'ergonomie serait nécessaire pour qu'ils puissent continuer puis pas avoir de problèmes subséquents à ce niveau-là. Donc, il y a cet aspect-là au niveau du télétravail. De l'autre côté, on sait qu'il y a des dispositions fiscales qui permettent une certaine déduction ou un certain montant à déduire lorsqu'une personne fait du travail de son domicile pour l'employeur. Alors là-dessus, c'est sur le site de l'ARQ que le Conseil du Trésor nous a dirigé parce qu'il y a des informations sur le site de l'Agence du revenu du Québec pour les personnes qui feraient du télétravail, puis qu'il y a des déductions fiscales possibles aussi. L'employeur, justement, suite aux questions que les syndicats ont posées, s'est engagé à fournir les signatures nécessaires ou à autoriser les formulaires qui seraient demandés par les gens. Je sais qu'il y a différentes situations, il y a différentes façons de voir le télétravail il y a des choses qu'on peut déclarer ou ne pas déclarer, mais pour l'instant, l'employeur est ouvert. Il nous a dit qu'il le serait également aussi pour que les gens puissent déclarer ça. La seule chose que l'employeur ne fera pas, c'est d'octroyer le montant de 500 qui est possible d'avoir pour s'équiper en termes informatiques ou en termes de mobilier de la maison. Donc, ce montant-là ne sera pas accessible pour nos gens, mais l'employeur va signer des formulaires pour que les personnes aient droit à une déduction parce qu'ils ont travaillé de la maison durant une période de temps. Il y a plusieurs de nos membres qui, depuis le début de la crise, ont accepté d'utiliser leur matériel informatique personnel là, pour faciliter le retour à la maison d'un maximum de personnes. On sait que l'employeur, au jour 1 de la crise, n'avait pas préparé le matériel informatique, évidemment, là, pour envoyer tout le personnel à la maison. Mais là, il y a plusieurs de nos membres qui disent, ben écoutez, moi, c'est le même ordinateur, mon fils en a besoin pour l'école, ma conjointe, mon conjoint. Je sais qu'on a fait des pressions pour que soit déployé le matériel approprié le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a eu de l'écoute de la part du gouvernement, de l'employeur là-dessus? Oui, tout à fait. On a fait les démarches nécessaires auprès du Conseil du Trésor et même dernièrement, malgré le fait que certaines personnes réintégraient les milieux de travail à certains endroits ou dans certaines régions, on a continué à faire des pressions au Conseil du Trésor pour qu'ils puissent continuer à se doter d'un parc informatique adéquat pour les gens qui faisaient du télétravail et qui devront poursuivre en télétravail. L'employeur nous a garanti qu'il continue à se faire des achats via le CSPQ, qu'il y avait déjà des équipes qui étaient dédiées, là, probablement de nos techniciens informatiques, pour monter ces appareils-là et les rendre disponibles pour les employés de la fonction publique. Donc, toutes ces personnes-là devraient éventuellement pouvoir avoir un équipement plus adéquat pour travailler de la maison. Dans le même ordre d'idée, quand tu as commencé ton intervention, tu as parlé des gens qui utilisaient leur ligne téléphonique, leur ligne Internet ou ainsi de suite là, pour le bureau. Je tiens à rappeler que l'employeur nous a déjà confirmé
que les surcroîts de charges qu'il y aurait au niveau, mettons, de Vidéotron, Bell ou des fournisseurs Internet et fournisseurs téléphoniques seraient assumés par l'employeur. Donc, ce que ça vous coûte en plus par mois pour justement faire du télétravail à la maison va être remboursé. On sait que l'Agence du revenu du Québec a fait un beau formulaire pour nos membres, pour les gens qui étaient en télétravail, pour pouvoir réclamer ces sommes-là. Quand on a demandé au Conseil de Trésor s'il y avait un formulaire similaire pour les employés de la fonction publique, il nous a dit que non, mais que chaque ministère avait une procédure d'établie. Donc, pour les membres qui ont des dépassements de coûts au niveau de leur forfait Internet, forfait cellulaire ou forfait ligne téléphonique, on les invite à demander au niveau des ressources humaines de leur ministère la procédure pour pouvoir réclamer ces sommes-là, qui devraient être remboursées là, selon l'engagement que le Conseil de Trésor a pris avec nous. Finalement, on a reçu une question d'un membre de la CEPAC. Je vais te la lire. Là. Je viens de faire l'écoute de la capsule du 11 mai, là, donc notre dernière capsule, dans laquelle vous mentionnez que les métiers jugés non essentiels doivent rester à la maison puisqu'aucune décision n'a encore été prise par l'employeur. Je travaille pour CEPAC du Chêne et je suis technicien forestier. Mon gestionnaire m'a demandé d'entrer au travail depuis ce matin, de même que ma collègue qui est proposée aux opérations de terrain. Est-ce que c'est normal là, que ces gens-là doivent rentrer au travail dans ces circonstances-là? Oui, c'est normal pour certains corps de métier ou certaines personnes. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le retour au travail, au début, c'est fait pour les personnes jugées essentielles. Mais dans certains endroits, il y avait des gens qui devaient rentrer aussi pour préparer le retour au travail. Donc, entre autres, pour les gens du Chêne, quand on parle de ces deux corps d'emploi-là, c'est pas l'ensemble peut-être des techniciens forestiers qui est rentré à du Chêne, mais ça en prenait peut-être un pour regarder ça. Dans d'autres endroits, c'est peut-être les gens pour installer les périmètres, installer la nouvelle mouture un petit peu des bureaux qu'il y aura. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas sur des travaux jugés essentiels, mais en prévision de la réouverture de certains endroits, de certains bureaux, ben, il y a des gens qui devaient rentrer travailler pour préparer les choses. Au niveau de la CEPAC, là, je ne prends pas juste du Chêne, je vais prendre autant les parcs, les réserves, l'ensemble des endroits qu'on a. C'est des gens de terrain qui devaient à ce moment-là, peut-être être présents pour commencer. Je sais également dans les réserves qu'il y a du monde qui ont commencé à travailler dans les sentiers, qui ont commencé à travailler à l'aménagement, parce qu'il y avait des annonces, j'imagine, qui s'en venaient du côté de la CEPAC pour qu'on ait un retour de la clientèle, un retour des citoyens et citoyennes dans nos beaux parcs, du Chêne, dans les places touristiques, pour qu'on puisse en profiter. Donc, ça prenait quelqu'un ou ça prenait des gens pour commencer à préparer le terrain. Excellent. Ben, merci beaucoup, Christian. Bien, merci, Julien, puis au plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que si vous avez quelconque question concernant la situation actuelle, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca.